Pendant 8 saisons inoubliables, Mike Rowe est devenu l'animateur de télévision le plus travailleur des États-Unis. L'homme prêt à s'engager dans la boue, la graisse et le danger que la plupart des gens évitent. Il a rampé dans les égouts, grimpé dans les réservoirs et s'est tenu aux côtés des travailleurs les plus coriaces du pays. Mais derrière les rires et le courage, peu de gens se rendaient compte de l'impact que cela avait sur lui. Chaque épisode a laissé des traces. Des os brisés, brûlures, muscles déchirés, des ongles arrachés, des coupures suffisamment profondes pour que des points de suture soient nécessaires. Au cours de plus de 300 épisodes, le corps de Mike Rowe s'est transformé en une carte de cicatrices, chacune d'entre elles rappelant discrètement ce qu'il en coûtait de montrer à l'Amérique à quoi ressemblait un vrai travail. Voici l'histoire inédite des accidents, des quasi-catastrophes et des sacrifices qui ont failli mettre fin à sa carrière et lui coûter la vie. En 2002, Mike Rowe vient d'être engagé pour animer une émission locale de la chaîne CBS Evening Magazine. Son producteur James Reed est assis en face de lui dans un petit bar de San Francisco, le Grumpy's. Entre le cliquetis des verres et le bourdonnement des conversations, ils savent tous deux qu'ils ont un problème. Leur patron voulait quelque chose de différent, d'audacieux, mais personne n'était d'accord sur ce que cela signifiait. Les dirigeants de la télévision sont des gens bizarres, pensait M. Rowe. Ils réclament toujours des idées nouvelles, mais sont terrifiés à l'idée d'approuver quoi que ce soit qui n'ait pas déjà fonctionné ailleurs. Le magazine du soir fonctionne au ralenti. L'audience diminuait, les codes d'écoute étaient à moitié endormis, et la hache de l'annulation planait au-dessus d'eux comme un nuage d'orage prêt à se briser. Ce soir-là, alors qu'ils n'avaient plus grand-chose à perdre, ils ont commencé à échanger des idées. Quelque part d'entre la deuxième et la troisième bière, une étincelle s'est allumée. Un concept qui allait devenir l'un des plus grands succès de Discovery Channel. Mais d'abord, ils ont dû passer à travers les 24 heures suivantes. Rowe venait de terminer la lecture de Paper Lion de George Plimpton, l'histoire d'un écrivain qui s'immergeait totalement dans ses sujets, se jetant dans l'inconnu sans filet de sécurité ni préparation. Cette idée lui est restée en tête. Et si la télévision faisait la même chose? Et si l'animateur n'était pas seulement un narrateur, mais un participant, quelqu'un qui se présente sans formation, sans qualification, et qui invente tout simplement au fur et à mesure? Il présente l'idée à James, qui acquiesce lentement intrigué. Mais James avait une règle, il fallait que le projet reste local. Pas de célébrité, a-t-il déclaré, juste de vraies personnes qui font un vrai travail. La conversation s'est approfondie au fur et à mesure que la nuit s'étirait. Bière après bière, idée après idée, ils se sont découverts une conviction commune. Les histoires les plus intéressantes ne concernent pas la célébrité ou le glamour, mais les personnes oubliées qui font tourner le monde. Ceux qui font le travail dont personne ne parle, ceux dont on ne parle jamais dans les dîners. Et quelque part entre le rire et la frustration, le titre s'est révélé « Somebody's got to do it », quelqu'un doit le faire. Le lendemain, à leur grande surprise, la chaîne l'approuve. Leur première séquence mettait en scène un homme nommé Anthony et son étrange véhicule grondant aux eaux de San Francisco. Anthony était chauffeur de camion et ce qu'il faisait pour gagner sa vie, salissant, bruyant et tout à fait essentiel, a donné le ton à tout ce qui a suivi. En l'espace d'un an, M. Rowe et sa petite équipe ont filmé 25 séquences. L'Evening Magazine a soudain retrouvé son dynamisme, nouveau téléspectateur presse locale et même quelques nominations aux Emmy Awards. L'une de ces nominations provenait d'un reportage sur l'insémination artificielle des vaches, une histoire qui allait tout changer pour M. Rowe. Puis juste au moment où les choses décollaient, tout s'est effondré. CBS a changé de direction et les nouveaux cadres ne voyaient pas dans Dirty la bonne direction pour leur émission de grande écoute. Du jour au lendemain, on a demandé à Rowe de proposer quelque chose de nouveau. Encore une fois. Mais cette fois-ci, M. Rowe a vu le modèle. Il s'est rendu compte que les histoires qu'il racontait sur le travail acharné, l'authenticité et l'humour
dépassait le cadre de San Francisco. Elle méritait une audience nationale. Il a donc pris une décision audacieuse et désespérée. Il a pris une copie de cette séquence sur l'insémination des vaches et l'a envoyée par la poste à Good Morning America, leur suggérant de l'engager pour réaliser des séquences similaires pour leur émission. Il a attendu. Pas de réponse. Des années plus tard, il a participé à l'émission Good Morning America en tant qu'invité, mais à l'époque, il n'a obtenu que le silence. Il a donc envoyé la cassette à d'autres chaînes. Toutes l'ont rejeté. Puis vint son refus préféré, celui de Comedy Central. Le texte était le suivant. Pour l'instant, notre programme d'automne ne permet pas d'organiser un talk-show qui se déroule à l'intérieur d'une fosse septique. La plupart des gens se seraient arrêtés là. Mais ce n'est pas le cas de Rowe. Il se tourne alors vers de vieilles connaissances de Discovery Channel, des gens avec qui il avait travaillé des années auparavant, et leur fait part de son idée. Ils l'ont apprécié, mais l'ont mis en garde. Si vous y tenez vraiment, vous devrez quitter votre emploi chez CBS, trouver une société de production jouissant d'une solide réputation et vous y attacher en tant qu'animateur et coproducteur. Ensuite, laissez-les présenter le projet à la chaîne. Monsieur Rowe n'a suivi que la moitié de ce conseil. Il a appelé Craig Piligian, le fondateur de Pilgrim Films and Television. Craig avait été l'un des premiers producteurs de Survivor et produisait maintenant l'émission à succès de Discovery American Chopper. Monsieur Rowe s'est dit que Craig était la bonne personne, et qu'en plus, Craig lui était redevable. Un an plus tôt, il avait engagé Rowe pour animer une émission de TBS appelée Worst Case Scenario. Une émission si mauvaise que même Rowe a plaisanté sur le fait qu'elle portait bien son nom. Lorsqu'ils se sont revus, Monsieur Rowe a remis à Craig la cassette de son segment sur l'insémination des vaches. Une vidéo où il se tient maladroitement derrière une très grosse vache laitière. Craig regarde Rite et approuve l'Amérique est peut-être prête pour quelque chose de différent, quelque chose de brut, quelque chose de non poli. Après cela, Craig s'est mis au travail pour présenter le concept à Discovery. L'émission a évolué de Somebody's Got to Do It vers quelque chose de plus direct, une série d'1 heure sans scénario, sans fioritures et sans glamour. Discovery n'est pas convaincue, pas encore. Elle a commandé 3 épisodes pilotes. Puis, il y a eu des mois de tests et une année de groupe de discussion. Finalement, ils ont dit oui. Le pari était lancé. En mars 2005. Mike Rowe a quitté Evening Magazine. Les 3 pilotes de Dirty Jobs ont été diffusés discrètement en novembre 2003. 2 ans plus tard, le 26 juillet 2005. Dirty Jobs a officiellement été diffusé en tant que série à part entière. Ce qui n'était au départ qu'une idée de fin de soirée dans un bar est devenu l'un des plus grands phénomènes télévisuels. Pendant 8 saisons et plus de 300 épisodes, Dirty Jobs a été diffusé jusqu'au 12 septembre 2012. Discovery a même envoyé Rowe et son équipe en Australie pour un spin-off intitulé Dirty Jobs Down Under. Dirty Jobs Road Trip a ensuite vu le jour en 2020. L'émission originale est revenue en 2022 pour 2 saisons supplémentaires avant de s'achever le 2 février 2023. L'Europe a même eu droit à sa propre version animée par l'ancien gardien de but de Manchester United, Peter Schmeichel. L'émission a obtenu 5 nominations au Primetime Emmy. 3 pour le meilleur programme de télé-réalité, 2 pour la cinématographie, et a capturé quelque chose que l'Amérique avait oublié, le respect du vrai travail, effectué par de vraies personnes. Et dire que tout a commencé avec 2 hommes, quelques bières, et une émission de télévision locale mourante. La nuit où Mike Rowe a décidé de se salir pour de bon. Chaque épisode de Dirty Jobs mettait en scène un ouvrier ou une équipe d'ouvriers qui traitait Rowe comme un assistant à part entière pendant toute une journée de travail. Il accomplissait chaque tâche malgré l'inconfort, les dangers ou les situations dégoûtantes, l'équipe se salissant souvent autant que lui. Pendant qu'il travaillait,
Rowe faisait souvent preuve d'autodérision en faisant ce qu'il appelait des blagues salaces. Cependant, il se moque rarement des travailleurs eux-mêmes, car presque tous les travaux se révèlent plus difficiles qu'il ne le pensait. Cette découverte l'a amené à exprimer une véritable admiration et un respect pour les personnes qui acceptent de faire des travaux que la plupart des gens évitent. Comment s'est passé le travail sur Dirty Jobs? Mike Rowe, qui travaillait sur Dirty Jobs, se trouvait à 300 pieds dans les airs lorsque quelqu'un lui a dit « Ne vomis pas. Si tu commences à tourner, essaie de ne pas vomir. » lui dit le laveur de vitres. « Parce qu'on va se faire frapper, tu sais, puisque tu vas tourner. » La journée avait commencé avec lui suspendu à une corde à 300 pieds, au-dessus du béton, et tournoyant dans le vent, et elle ne faisait que commencer. « Vous vous moquez de moi », répond Rowe en regardant l'immeuble en dessous de lui. Les laveurs de vitres se sont mis à rire. Ils lui ont tendu une longue perche qui permet d'atteindre les fenêtres inaccessibles, et lui ont expliqué que cela facilitait le travail. « Facile », répète Rowe. « J'ai connu la facilité. Ce n'est pas ça. » Ses mains saignent déjà, le harnais lui a entaillé les jambes, et le vent s'intensifie à chacun de ses mouvements. Il se balançait comme un pendule au-dessus de cette chute de 300 pieds. Son sang s'est mélangé aux callosités et aux produits de nettoyage des vitres. Malheureusement, ils lui ont dit qu'il n'avait fait qu'un quart du chemin. Il ne restait plus qu'un quart, ce qui signifie qu'il restait encore 3/4 de ce cauchemar à faire. Mais il y a pire. Ils font une pause sur l'une des terrasses de l'immeuble, et c'est alors que Rowe sent ses jambes s'affaisser. « Je ne suis pas sûr d'avoir l'usage de mes jambes pour être honnête avec vous, » dit-il. Il avait ralenti tout le monde, et s'il voulait terminer avant la nuit, il fallait qu'il arrive en bas. « C'est quoi ce mot de famille que vous utilisez ?» demanda Rowe. « Ohana, Ohana » répondirent-ils. « Alors on peut descendre tous ensemble et trouver une bière. »« Ohana, ça veut dire que tu es tout seul. À plus tard, Mike. » Ils descendent de l'immeuble et le laissent là, mais ce n'était que l'échauffement. Ce qui suivit donna l'impression qu'il était facile de se balancer d'un immeuble. Alors que les chauffeurs de bus se promenaient dans des autocars propres et climatisés, Rowe s'est retrouvé dans une fosse à boue souterraine, chauffée à 105 degrés, avec de la boue noire partout. « Combien de temps faut-il pour être propre après cela ?» demanda Rowe. « Un long moment, répondit-il. On attendait de Rowe qu'il pellette chaque goutte de cette boue noire dans des seaux. Finalement, ils ont sorti ce qu'on appelle un jet router, un outil à eau à haute pression. L'ouvrier qui a expliqué le fonctionnement de cet outil a déclaré que l'eau était projetée à travers de minuscules trous à une pression si élevée qu'elle pouvait couper la peau. « Cela pourrait lacérer votre peau », a-t-il déclaré. Monsieur Rowe a dû insérer un tuyau de 200 pieds dans un tuyau pendant que la défonceuse à jet projetait de l'eau à travers le trou, et il devait continuer à le faire pendant 8 heures. 8 heures sous une chaleur de 40 degrés. À ce moment-là, Rowe avait déjà perdu 2 litres de sueur et peut-être aussi sa raison. À la fin de l'opération, il y avait 600 livres de boue dans un tonneau. « Où cela va-t-il » demande Rowe. « Dans un incinérateur à Newark. Il brûle pour produire de l'énergie, » ont-ils répondu. Au moins quelque chose de bon est sorti de cette misère. Ils ont scellé le tonneau avec un couvercle en acier et des boulons. Ensuite, ils ont dû charger le tonneau de 600 livres sur un camion à l'aide d'un chariot spécial. À la fin de la journée, la fosse était plus propre. Malheureusement, ce n'était pas le cas de Rowe. Mais voilà, la fosse à boue n'était même pas le pire. Il s'en faut de beaucoup. Une grue soulève une bouée sur le pont d'un navire. Cette bouée était couverte de balanes vivantes. Rowe avait déjà vu des balanes, mais jamais vivantes, comme celle-ci. Ils ressemblaient à des extraterrestres et émettaient des sons horribles. Chaque balane devait être enlevée par grattage. Rowe a décidé de commencer avec un ciseau, mais cela a pris une éternité. Les balanes se sont finalement détachées en morceaux qui ressemblaient à des œufs.
Puis vint le pire. « C'est affreux, a-t-il dit. « Ce n'est pas si mal, a répondu quelqu'un. « Non, c'est si mauvais que ça, mec. C'est si mauvais que ça, a-t-il répondu. Il a dû ramper à l'intérieur de la bouée pour nettoyer la corne. En rampant à l'intérieur, il a gratté en avançant, repoussant les débris derrière lui avec son corps. À un moment donné, il s'est arrêté. « Vous êtes sûr que c'est un travail ?» a-t-il demandé. « Oui, c'est vraiment un travail. C'est un mauvais travail, mais c'est un travail, ont-ils répondu, déboués aux avions. Le sale boulot continue. Une fuite de carburant dans une aile d'avion a obligé quelqu'un à ramper à l'intérieur du réservoir. Cela signifiait que les vapeurs de carburant remplissaient l'espace pour travailler. L'équipe a branché la ventilation avant que quiconque n'entre à l'intérieur. Malheureusement, même si les ventilateurs fonctionnaient, le vent a transformé la combinaison de Rowe en ballon. « C'est de la folie », dit-il en se faufilant par l'ouverture. À l'intérieur, il doit gratter le vieux mastic d'étanchéité sur les rivets. C'est la raison de la fuite. Ensuite, il a dû appliquer une nouvelle couche de produit d'étanchéité. C'est à ce moment-là que le sergent qui l'accompagnait s'est porté volontaire pour ce travail. « Vous avez perdu un pari » demande Rowe. Lorsqu'il eut terminé, il était plus difficile de sortir que d'entrer. Rowe s'est tordu le corps d'une manière qui n'aurait pas dû être possible, mais il a quand même réussi à sortir. Malheureusement, il y avait encore du travail à faire. Il devait entrer dans une autre pile à combustible et ramper sous la vessie. « C'est du grand n'importe quoi », a déclaré M. Rowe. Il s'est rendu sous la vessie. Du liquide s'écoulait d'en haut, et malheureusement la salle de bain du jet se trouvait juste au-dessus de la source de la fuite. Il essayait de détacher le fil du parachute alors qu'il était couvert de l'eau des toilettes. « Quel est votre conseil pour détacher un fil de parachute trempé ?» a demandé M. Rowe. Ils ont répondu « Lavez-vous les mains avant de manger des nuggets de poulet. » Cet avion d'une valeur de 2 milliards de dollars était maintenu en place par du caoutchouc et de la ficelle. Mais la journée n'est pas encore terminée. Un autre travail attendait, et c'était le pire: nettoyer l'intérieur d'une chaudière. Randy se tient devant l'ouverture. Tu dois y aller la tête la première comme Superman. Cependant, la triste réalité est que Superman peut voler, mais que Rowe doit ramper. Ses épaules rentrent à peine dans l'ouverture qu'il met les bras en avant et pousse à travers. L'obscurité engloutit tout à l'intérieur, et Randy doit lui passer une lampe entre les jambes. C'est dire si l'espace était étroit. Vous êtes l'une des rares personnes au monde à avoir vu l'intérieur d'une chaudière, dit Randy. Je suis un sacré vénard, n'est-ce pas, répond Rowe. Randy travaillait à l'extérieur, poussant un outil dans les trous des tubes, tandis que Rowe nettoyait chaque tube avec une brosse au fur et à mesure qu'il passait. Les heures passèrent, et Rowe essaya différentes positions. Il finit par s'installer en position fétale. Malheureusement, une autre catastrophe survint pendant qu'il travaillait. Rowe crache et touche sa seule ampoule. Sa seule option était de continuer à travailler dans l'obscurité totale. Le travail n'était pas terminé. Finalement, il a craqué. « Randy, je ne sais pas si j'ai fini, mais je sors. » Randy a alors regardé à l'intérieur avec une lampe de poche. « Ça a l'air bien là-dedans, Mike. » Rowe a alors rampé vers l'arrière par l'ouverture. La suie noire recouvrait chaque centimètre carré de son corps. Épuisé, il remettait en question tous les choix qui l'avaient conduit à ce moment. Mais le Medea était toujours un yacht en état de marche. Cette chaudière produisait suffisamment de vapeur pour faire tourner son moteur à 8 nœuds et demi, et il fallait bien que quelqu'un la nettoie. Ce quelqu'un, c'était Mike Rowe. Demain, ce pourrait être quelqu'un d'autre, car ces travaux ne se font pas tout seuls. Quelqu'un doit se suspendre à des bâtiments à 300 pieds de haut. Quelqu'un doit pelleter de la boue par une chaleur de 100 degrés. Quelqu'un doit gratter des bernacles vivants, ramper à l'intérieur de réservoirs de carburant et se faufiler dans des chaudières où il crache accidentellement sur sa seule lumière. Et dans Dirty Jobs, Mike Rowe n'arrêtait pas de se montrer. Malheureusement, ce même travail a failli lui coûter la vie.
le jour où Mike Rowe a failli mourir. Mike Rowe a une théorie sur la raison pour laquelle plus personne ne respecte le travail salissant qu'il appelle l'indice de saleté. Au fil des ans, nous avons toujours été en mesure d'associer notre volonté de nous salir à un certain niveau de productivité et de respect, a-t-il révélé lors d'une séance de questions-réponses avec Entertainment Weekly. Il y a 5 ans, les gens comprenaient les métiers salissants, l'agriculture, l'exploitation minière et la construction d'objets avec leurs mains. Tout le monde connaissait quelqu'un qui faisait ce genre de travail. Mais les choses ont changé. L'industrie manufacturière s'est développée, la technologie s'est imposée et les services financiers ont remplacé le travail manuel. Aujourd'hui, les gens sont déconnectés des travailleurs qui assurent le bon fonctionnement de l'entreprise. Nous sommes déconnectés de l'identité de ces personnes, explique Mike. Je ne pense pas que nous ayons une réelle appréciation du monde dans lequel nous serions sans eux. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que ces travaux ne sont pas faciles, loin s'en faut. Mike s'est fissuré des côtes, s'est cassé les articulations et a perdu des ongles. Sa pire blessure s'est même produite alors qu'il travaillait avec un forgeron. C'est un haut fourneau qui a fait fondre ses lentilles de contact jusqu'à ses yeux. Lorsque vous retirez les petits bouts de plastique de votre rétine, vous vous sentez un peu à l'étroit, dit-il. Et lorsque vous clignez des yeux, cela fait un bruit de cliquetis que vous n'avez pas envie d'entendre. Ils étaient sur le terrain avec un four portatif. Il ressemblait à un grille-pain four, mais c'était un haut fourneau. Mike voulait une prise de vue spécifique, les yeux rivés sur la caméra. Il appuyait sur l'interrupteur et les flammes apparaissaient. Malheureusement, le gaz s'est accumulé pendant l'actionnement de l'interrupteur. En conséquence, la flamme a jailli et s'est enroulée autour de sa tête, lui a brûlé les sourcils et a fusionné ses lentilles de contact avec ses yeux. Le forgeron a immédiatement déclaré que cela lui était déjà arrivé 5 ou 6 fois, et c'est à ce moment-là que Mike s'est rendu compte d'une chose. Les erreurs filmées étaient des mises en garde, car elles étaient toutes inhérentes au travail. Le forgeron, par exemple, avait survécu plusieurs fois à ce même accident. Bien que les blessures de Mike ne cessent de s'accumuler, rien n'est comparable à ce que les caméras ont manqué. J'ai été invité à participer à la construction d'une combinaison anti-requin quoi que ce soit d'autre. Je suis donc allé aux Bahamas, raconte Mike. En 2004, Mike Rowe a rencontré un certain Jeremiah Sullivan, qui a inventé la combinaison anti-requin en acier inoxydable. Elle s'apparente à une cotte de mailles high-tech percée de trous minuscules. Cette combinaison permet aux plongeurs de nager dans des eaux infestées de requins et de se faire dévorer sans que les dents ne mordent la chair. Cependant, on ressentait toujours la pression de chaque morsure, ce qui n'était pas agréable. Mike en a fabriqué une avec Sullivan avec beaucoup de soudure. Vous ressemblez à Lancelot. Ah. Après avoir fabriqué la combinaison, ils se sont mis d'accord pour la tester le lendemain matin. Il fallait d'abord faire un essai. L'équipe de tournage a dû porter des combinaisons anti-requins pour tester les communications sous-marines et s'assurer que personne ne paniquerait. Je veux juste m'assurer que tout le monde ne va pas complètement se planter. Je veux dire, c'est une chose folle que nous allons faire, dit Mike. Léon, un journaliste de TV Guide, était présent. N'oubliez pas ce nom, car Léon devient important dans 1 minute. Mike respirait de l'air comprimé à travers quelque chose qui ressemblait à un bouclier de soudeur. Il avait un casque de vélo vissé sur la combinaison anti-requin parce que quelques semaines plus tôt, quelqu'un avait été mordu à l'arrière de la tête. Jeremiah ne voulait pas que cela se reproduise. « Je n'arrive pas à croire que nous sommes en train de faire ça », pense Mike en descendant. Ces caméramans des plongeurs expérimentés attendaient à environ 30 pieds de profondeur. Jeremiah était tout en bas agenouillé au fond de l'océan. Mike a fini par descendre et ils ont commencé à tester les communications. Tout fonctionne bien et il fait bientôt nuit, c'est-à-dire qu'il est temps de sortir. C'est alors que Mike a ressenti quelque chose d'étrange, un serrement dans la poitrine. Quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant.
Cela ne pouvait pas être dû à son air car il avait 45 minutes d'air et il n'était descendu que depuis 15 minutes. Mais c'était son air. Il avait passé 45 minutes en 15 minutes parce qu'il était tellement excité, nerveux et tendu. Il s'est donc raclé la gorge à expirer et à essayer d'inspirer. Malheureusement, il n'y est pas parvenu. Sa dernière respiration à 60 pieds a été une expiration. Mike avait de sérieux problèmes. Il portait une lourde combinaison de requin en acier et il n'y avait pas d'air. De plus, il se trouvait à 60 pieds sous l'eau et n'avait plus que quelques secondes de conscience. Il n'y avait aucun moyen d'attirer l'attention de qui que ce soit assez rapidement. Mais Léon de TV Guide était attentif. Léon est agenouillé à côté de moi et il voit immédiatement que quelque chose ne va pas, raconte Mike. Léon a pris la jauge de Mike, l'a regardé et a secoué la tête lorsqu'il s'est rendu compte que Mike n'avait plus d'air. Léon a immédiatement sorti son respirateur et a essayé d'enlever le masque de Mike. Mais il ne voulait pas l'enlever parce que le casque de vélo était vissé sur le dessus. Lorsque votre cœur bat aussi vite que vous êtes à 60 pieds de profondeur et que votre dernière respiration est une expiration, tout ce que vous voulez, c'est de l'oxygène, explique Mike. Tout ce que vous voyez en levant les yeux, c'est le fond de votre bateau 6 étages plus haut. Mike était une enclume au fond de l'océan sans air. Léon saisit Mike de sa main droite, inonda son compensateur de flottabilité, et tous deux commencèrent à s'élever. Mike a donné des coups de pied aussi forts que possible, car il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Pendant la séance de questions-réponses, Mike Rowe est interrogé sur les scénarios, et sa réponse est intéressante, parce qu'elle est paradoxale. Les réalisateurs diront qu'ils ne veulent pas de scénario, mais en réalité, ils en veulent un. Par exemple, une émission comme Deadliest Catch doit être scénarisée parce qu'il s'agit d'assembler des séquences après que tout a été tourné. Dirty Jobs, en revanche, fonctionne différemment. Mike regarde les séquences et parle à l'image telle qu'il la voit, ce qui devient la piste de la voix off. Cependant, tout ce qui est tourné sur le terrain n'est absolument pas scénarisé. Les fans voulaient aussi savoir s'il y avait déjà eu un travail pour lequel Mike avait dit au producteur « Pas question », mais la réponse est non. Ils ont déjà refusé des emplois, mais pas parce que Mike était effrayé ou dégoûté. Les seuls emplois qu'ils ont refusés étaient ceux dont ils savaient qu'ils ne passeraient pas à la télévision, comme travailler dans une ferme de cadavres ou faire de l'embaumement. Mike a révélé que tout s'est bien passé de toute façon, car le travail est plus important que la saleté. Bien sûr, les blagues sur les pets sont drôles, et le caca est ce qu'il est, et bien sûr, ils s'amusent avec tous les animaux de la basse-cour pour rire. Mais le travail est ce que l'émission vend, et c'est ce qui intéresse les gens. Lorsqu'on lui demande combien de temps il passe sur un projet, Mike répond qu'ils y consacrent généralement une journée. La journée de tournage la plus longue a été de 20 heures d'affilée, et le tournage le plus long pour un seul sujet a duré 2 jours entiers. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mike est convaincu que si l'on ne peut pas raconter une histoire en une journée, il ne faut pas la raconter. La dernière question portait sur l'équipe et sur le fait de savoir si elle s'entendait aussi bien qu'elle en a l'air à l'écran. Mike a révélé que l'équipe est très importante et qu'il a été difficile de l'intégrer à la série au début. Pour qu'ils travaillent ensemble, il a dû les insérer petit à petit entre les personnages et un chœur grec. Et c'est important parce qu'on peut voir comment se déroule le tournage d'une émission comme Dirty Jobs. Alors que la plupart des émissions cachent l'équipe Dirty Jobs, vous permet de la voir, et c'est ce qui fait que l'émission vaut la peine d'être regardée. La fin est le retour de Dirty Jobs, après 8 années passées à ramper dans les égouts, à se couvrir de déjections animales, et à montrer aux Américains les métiers dont personne ne voulait parler. Mike Rowe avait des nouvelles à partager, et ce n'était pas une bonne nouvelle. L'émission Dirty Jobs était terminée. Chaque fois que l'émission se taisait pendant quelques mois, les fans paniquaient et commençaient à envoyer des courriels à Mike pour lui demander si elle était annulée. Pendant des années, il leur a dit de ne pas s'inquiéter, parce que la série revenait toujours. Cette fois-ci, c'était différent. Quelques semaines avant d'écrire son billet,
Mike a reçu la nouvelle officielle que Dirty Jobs entrait dans ce qu'il appelle un hiatus permanent, ou comme l'appelle la chaîne annulée. Mike a pris son temps avant d'en parler à qui que ce soit, car il ne s'agissait pas pour lui d'une simple émission de télévision. C'était personnel, et il ne pouvait pas imaginer sa vie sans toilette qui explose serpents, dangereux animaux de ferme désastreux et crottes de toutes les créatures possibles et imaginables. L'avenir était arrivé, et il ne comprenait pas d'autres épisodes de Dirty Jobs. À l'approche de Thanksgiving, Mike a décidé de remercier les personnes qui ont permis à l'émission de voir le jour. Si vous posez la question, vous trouverez différentes versions de la façon dont Mike Rowe a obtenu le poste à Dirty Jobs. Voici donc une version différente. En 1993. Mike Rowe venait d'être licencié de QVC, la chaîne de téléachat. Son CV était donc pratiquement vide. Discovery Channel l'a engagé pour animer une émission intitulée Romantic Escapes. Pendant un an, il a parcouru le monde avec une co-animatrice buvant du vin dans des montgolfières et séjournant dans des centres de villégiature de luxe. De là, avec l'aide de Discovery, il est descendu dans les égouts où il a passé 8 ans à patauger joyeusement dans les immondices. Avant que Dirty Jobs n'existe, Mike réalisait à San Francisco une petite émission intitulée Somebody's Got to Do It pour la chaîne locale de CBS. Il pensait que cela pourrait être plus important, mais les chaînes n'étaient pas d'accord. Nous sommes en 2001 et à l'époque, la télé-réalité est synonyme de jeu télévisé avec des prix en espèces d'émissions sur des criminels ou sur des animaux de compagnie qui attaquent des gens. Personne ne voulait d'une émission sur des travailleurs ordinaires effectuant des tâches grossières. Mike a donc continué à essayer de vendre son émission pendant 2 ans sans succès. Puis Craig Piligian de Pilgrim Films a filmé un épisode montrant Mike recueillant du sperme de taureau et inséminant artificiellement une vache. Craig l'a regardé et a dit qu'il pourrait le vendre, ce qu'il a fait. Discovery a commandé un pilote et l'a rebaptisé Dirty Jobs. Craig ne s'est pas contenté de vendre une émission. Il a vendu un tout nouveau type de télévision, et plus de 2 douzaines d'émissions sont nées de la formule Dirty Jobs, tout cela, parce que Craig a convaincu une chaîne de tenter sa chance. Mike n'a pas manqué de remercier son équipe, notamment Dave Barsky, Doug Glover, Troy Paff et une douzaine d'autres personnes qui sont restées fidèles à l'émission malgré tout. Ils n'étaient pas en guerre, mais certains jours en avaient l'air, car ils se sont suspendus à des ponts. On rampait dans des mines, on nageait avec des requins castrés, des moutons déplacés des cactus géants, et on faillit mourir de froid dans l'océan Arctique. Malgré les rires, les saignements, les vomissements et les blagues insensées, ils ont obtenu les images dont ils avaient besoin et sont rentrés chez eux en un seul morceau. Mike les a appelés sa bande de frères et a promis de se souvenir de ce qu'ils ont fait ensemble. Il a également remercié les travailleurs, ces centaines d'Américains qui ont ouvert leurs portes et laissé les caméras les filmer alors qu'ils accomplissaient des tâches que la plupart des gens ne voient jamais. Mike les a qualifiés de véritables stars du spectacle. Cela semblait être la fin de l'histoire, mais ce n'était pas le cas. En août 2018, Mike a publié sur Facebook que les gens parlaient de ramener Dirty Jobs, et un an plus tard, en novembre 2019, il a déclaré qu'il y avait un réel intérêt pour un reboot. Lui et le producteur Dave Barsky étaient ouverts à cette idée. Malheureusement, le Covid a frappé en 2020 et a ruiné leur plan de tournage d'épisodes réguliers. 1 an et demi plus tard, en novembre 2021, Discovery a officialisé le retour de Dirty Jobs avec Mike Rowe comme présentateur. L'émission est revenue le 2 janvier 2022 sur Discovery et Discovery Plus et a duré 2 saisons supplémentaires avant de s'arrêter à nouveau le 2 février 2023. Que faire lorsque le travail que l'on aime le plus, celui qui a donné un sens à tout le reste, disparaît tout simplement? N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.